Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire afin de découvrir le nouvel outil INRS permettant d'aider les préventeurs, même non spécialistes, à évaluer les risques biologiques. Je vous précise tout de suite que cette présentation sera disponible sur la plateforme GoTo dans l'onglet Documents. Donc vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les risques biologiques. D'abord, est-ce que vous êtes concerné par ces risques biologiques? Et si oui, comment évaluer ces risques biologiques dans votre entreprise? Et quelles mesures de prévention mettre en place pour lutter contre ces risques? Donc ce webinaire va répondre à toutes ces questions, ainsi qu'à d'autres questions plus spécifiques que vous nous avez posées en vous inscrivant. Je suis Christine David, microbiologiste, responsable du pôle risque biologique au sein du département expertise et conseil technique de l'INRS. Alors tout d'abord, je tiens à rappeler quand même que nous vivons en permanence entourés de micro-organismes et la cohabitation est bonne, voire bénéfique. On a des micro-organismes dans nos intestins, ils nous aident à digérer, on en a sur notre peau, ils nous aident à nous défendre contre les autres micro-organismes de l'extérieur. On les trouve dans la nature, ils sont à la base des chaînes alimentaires. On s'en sert aussi pour faire nos aliments, hein, le yaourt, le pain. On s'en sert pour faire des médicaments, pour dépolluer les eaux et le sol. Voilà, donc là, vraiment, la cohabitation est très bonne avec ces micro-organismes. Le problème, et c'est pour ça qu'on est là ensemble, c'est que certains peuvent présenter des risques pour la santé. Si on prend l'exemple de bactéries, sur des dizaines de milliers d'espèces de bactéries connues, ici ce grand cercle que vous voyez, seule une centaine d'espèces de bactéries pathogènes, ce qui représente ce petit point. Donc vous voyez, là vraiment on vit très bien avec ces micro-organismes. Voilà, le problème, c'est ceux qui peuvent entraîner des effets sur la santé. Alors, le Code du travail définit des agents biologiques. Ces agents biologiques, ça peut être donc des bactéries, comme on vient de voir, que vous connaissez, hein, Escherichia coli, la bactérie, la leptospire, la légionelle. Ça peut être aussi des virus. Alors, on ne présente plus le virus du SARS-CoV-2, virus de la grippe, le papillomavirus. On trouve aussi dans les agents biologiques les champignons. Alors les champignons, ce n'est pas les champignons qu'on va cueillir dans les bois, mais c'est des champignons microscopiques qui comprennent les moisissures. Moisissures qu'on peut avoir sur les fruits, mais moisissures que vous trouvez aussi sur des papiers, des cartons humides. Dans la famille des champignons, on va retrouver aussi les levures. Alors vous connaissez la levure de Bélanger, mais hélas, il existe des levures pathogènes qui peuvent entraîner des infections de la peau et des ongles. Dans la famille des agents biologiques, d'après le Code du travail, il cite les endoparasites humains. Alors parasite, c'est un organisme qui vit aux dépens d'un autre, et endo, dedans. Donc le Code du travail considère les parasites à l'intérieur de notre corps, tels que des vers, les ascaris, ou je vous ai mis aussi ici l'exemple d'un ténia. Alors là, on est loin de l'agent microscopique, puisque les ténias peuvent faire jusqu'à 8 mètres. Dans les endoparasites, on trouve aussi ce qu'on appelle des protozoaires, des êtres unicellulaires, hein, zoo animal, proto les premières cellules animales. Alors, ça va être des parasites comme des amibes ou par exemple l'agent du paludisme. Dans la catégorie des agents biologiques, on retrouve aussi des cultures cellulaires. Alors là, ce n'est pas du tout naturel, on ne trouve pas ça dans la nature, bien sûr. Hein. C'est une construction humaine, c'est-à-dire qu'on va extraire des cellules d'organes pour les maintenir en boîte avec un milieu de culture afin de permettre de faire multiplier ces cellules. Donc ça va être des organes animaux, mais aussi des plantes. Donc ça, les cultures cellulaires se retrouvent aussi dans la catégorie des agents biologiques. Et enfin, on va retrouver aussi des prions. Alors là, ce n'est pas du tout un organisme vivant, puisque les prions, comme ici, là, vous voyez, c'est simplement une molécule qui peut entraîner des effets sur la santé, tels que la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains, ou la célèbre maladie de vache folle, fin des années 90. Donc voilà ce qu'on entend par agent biologique d'après le Code du travail. Alors ces agents donc, nous intéressent, nous préoccupent, puisqu'ils peuvent entraîner différents types de pathologies. Des infections,
Alors là, c'est la simple multiplication de l'agent biologique dans notre corps qui va entraîner les symptômes et les maladies. On va retrouver aussi des allergies. Là, il s'agit de juste un fragment d'agent biologique qui va entraîner des défenses immunitaires inadaptées. Ça va nous créer des dermatites ou des allergies ou des asthmes. Le troisième type de pathologie, il s'agit des intoxications. Donc là, ce n'est pas l'agent biologique lui-même qui entraîne les symptômes, mais une molécule qui va sécréter, une molécule qu'on va appeler toxine. Donc c'est la toxine qui va entraîner les symptômes, tels que par exemple la toxine du botulisme ou la toxine du tétanos. Et enfin, quatrième pathologie, il s'agit de cancer. Ça, c'est multiplication anarchique des cellules du corps. Le papillomavirus peut entraîner des cancers. Donc voilà les différents types de pathologies. Alors, le Code du travail classe ces agents biologiques en 4 groupes croissants de risques infectieux. Alors, le groupe 1, c'est des agents qui n'entraînent pas, qui ne peuvent pas provoquer une maladie chez l'homme ou n'entraînent pas de danger chez le travailleur. Ces deux items sont similaires. Donc, le groupe 1, c'est des agents non pathogènes. Alors, il n'y a pas de liste d'agents du groupe 1, puisque si vous vous rappelez, le cercle des départs, le grand cercle, ces agents sont innombrables. Donc, voilà, pas de liste. Par contre, il y a une liste des agents de groupe 2, 3 et 4. Alors, le groupe 2 sont des agents qui peuvent entraîner des maladies. Ils se propagent relativement peu dans la collectivité et il existe une prophylaxie ou un traitement efficace. Alors, prophylaxie, c'est tout ce qui va éviter d'être malade, tel que les vaccins. Le groupe 3, c'est une maladie grave, sérieuse, problème sérieux pour le travailleur. Il se propage plus dans la collectivité et il existe toujours une prophylaxie ou un traitement efficace. Le groupe 4, ces agents biologiques entraînent une maladie grave, sérieuse, ils se propagent encore plus dans la collectivité, et là, il n'y a plus de prophylaxie ou de traitement efficace. Donc, pas d'inquiétude à avoir. En France, on n'est pas exposé à des agents biologiques du groupe 4, puisqu'il s'agit essentiellement des virus de fièvre hémorragique ou virus de la variole. En France, on est plus exposé à des agents de groupe 2 et 3. Alors maintenant qu'on a vu un peu ce qu'étaient les agents biologiques, comment évaluer les risques biologiques en milieu du travail? Eh bien, tout simplement en suivant la chaîne de transmission des agents biologiques. Cette chaîne est composée de 3 maillons. Le réservoir, ici à gauche, alors il ne s'agit pas d'un bidon qui contient des agents biologiques, mais un milieu qui rassemble les conditions favorables à la croissance des agents biologiques. Donc ça, c'est le premier maillon. Après, le deuxième maillon de la chaîne de transmission, c'est la transmission-exposition. Alors, transmission, on va parler de transmission quand on parle des agents biologiques. Certains agents biologiques peuvent transmettre une maladie par voie respiratoire, lorsqu'ils sont inhalés par l'hôte, par le travailleur. Et l'exposition, on se place plutôt au niveau du travailleur, comment le travailleur va être exposé au réservoir. Soit il va respirer, soit il va toucher. Donc voilà le deuxième maillon. Et le troisième maillon, c'est l'hôte, celui qui va tomber malade. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est le travailleur. Donc voilà, il suffit de suivre la chaîne de transmission pour faire son évaluation des risques. Donc voyons maintenant comment identifier un réservoir. Eh bien, les conditions qui constituent un réservoir pour les agents biologiques, les conditions nécessaires et indispensables, c'est en numéro 1, c'est pour ça que je vous l'ai mis en gras gros, c'est l'humidité. Il faut que les agents biologiques aient de l'humidité pour pouvoir vivre. Par exemple, on trouve dans le désert du Pérou des momies, tout simplement des corps momifiés, parce que les micro-organismes du corps qui étaient censés dégrader le corps n'ont pas pu survivre à cette sécheresse. Donc l'humidité avant tout. Après, autre condition indispensable à la vie, c'est la température. Vous avez plus de micro-organismes à une température élevée qu'à une température faible. Par contre, lorsque vous chauffez à 120 degrés, là, par contre, vous tuez les micro-organismes. Mais le froid va conserver les micro-organismes, ne va pas les tuer, mais va les conserver. Si on reste avec cette culture andine, Inca, on a trouvé actuellement au sommet des Andes des corps d'enfants offerts en sacrifice, parfaitement conservés, parce que justement il faisait froid, les micro-organismes n'ont pas pu dégrader ces corps. Donc le froid conserve aussi les micro-organismes. Et enfin, quand même, ces micro-organismes ont besoin de matière organique, ils sont comme nous, ils ont besoin de manger. Donc de matière organique, le plus souvent, certains dégradent aussi les matières inorganiques pour vivre.
Donc voilà ces 3 conditions qu'il faut réunir pour constituer un réservoir d'agents biologiques. Alors où peut-on trouver ces conditions? Eh bien vous voyez partout. Les personnes, nous, vous, on peut constituer des réservoirs, contenir des agents pathogènes. Les animaux, comme nous, peuvent contenir des agents biologiques pathogènes, hein, et quand ils nous transmettent des maladies, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Les végétaux aussi contiennent des agents biologiques, et même les produits issus des végétaux, comme ici des produits biosourcés, des isolants. L'eau aussi, c'est un réservoir d'agents biologiques. Je ne connais pas plus, milieu plus humide que l'eau. La terre, les huiles, les graisses plus épaisses que des huiles, les déchets, bien sûr, matière organique, chaleur. Si vous entreposez vos déchets longtemps en été, vous aurez beaucoup plus de micro-organismes qu'en hiver. Donc voilà, tout ça constitue des réservoirs d'agents biologiques. Donc déjà, vous vous dites, ah là peut-être que là je suis concerné par les risques biologiques. Et en effet, quand on juxtapose ces réservoirs au secteur professionnel, vous voyez, on a plein d'exemples de secteurs professionnels concernés par ces réservoirs. Hein. Donc les personnes, c'est l'aide à la personne, les professions qui aident les personnes, donc vous êtes en contact fréquent avec les personnes, les transports de passagers. Avec les animaux, bien sûr, ceux qui travaillent en animalerie, les abattoirs, les centres d'équarrissage. Les végétaux, l'entretien des espaces verts, les tissages, production, usage de produits biosourcés. L'eau, tout ce qui est collecte, traitement, épuration de l'eau. L'utilisation de l'eau en usine, hein, de plus en plus on veut recycler l'eau, donc là aussi c'est un réservoir potentiel. Les bâtiments, la terre, donc tous les BTP, hein, les personnes qui travaillent avec la terre, les terrassiers, et ceux qui cultivent les fruits et légumes de pleine terre. Les huiles, donc forcément la mécanique, l'usinage, l'agroalimentaire, la restauration. Et les déchets, tout producteur de déchets, hein, vous comme moi, les collectes, tri, valorisation, élimination des déchets. Et voilà. Donc il y a encore plein d'autres professions. Donc là, je suis sûre que vous vous retrouvez dans ces professions. Alors après, donc comment les travailleurs peuvent-ils être exposés? Donc là, on vient de voir déjà comment repérer le réservoir. Maintenant, il faut aller sur place, voir les salariés, voir exactement comment ils travaillent et à ce moment-là, repérer les expositions. Alors, les travailleurs peuvent être exposés en inhalant des bioaérosols. Alors, bioaérosols, c'est aérosols contenant des agents biologiques. Donc, on peut inhaler des bioaérosols émis par des procédés, tels qu'ici un déversement de déchets, ou émis par des personnes qui toussent, qui éternuent. On peut être exposé aussi en recevant des projections vers le visage, comme par exemple cet ouvrier, hein, il reçoit des projections d'eau. Si l'eau contient des agents biologiques pathogènes transmissibles par les muqueuses de l'œil, à ce moment-là, le salarié encourt un risque biologique. On peut être exposé également en portant à la bouche les mains ou les objets contaminés. Alors bien sûr, un travailleur en station d'épuration ne va pas boire l'eau de station d'épuration, mais il suffit qu'il ait les mains souillées par cette eau, qu'il porte incidemment en se rongeant les ongles, les mains à la bouche. Voilà comment on peut être contaminé. Et on peut également être contaminé en se blessant avec un objet préalablement souillé ou en se faisant piquer par une tique ou un moustique. Hein. Ces tiques et moustiques, eux, peuvent être porteurs d'agents biologiques pathogènes, ce qu'on appelle sont des vecteurs d'agents biologiques pathogènes. Donc voilà l'exposition. Donc vous voyez comment on peut être exposé, ce qu'il faut rechercher, identifier lorsque vous observez une tâche de travail. Et maintenant, comment prévenir les risques biologiques? Eh bien, tout simplement en rompant la chaîne de transmission des agents biologiques qu'on vient de voir. Soit on va agir sur le réservoir, on va agir sur l'exposition du travailleur, on peut aussi agir au niveau du salarié. Donc on va voir quelques exemples d'actions. Donc comment on peut agir sur le réservoir? Eh bien tout simplement, on va diminuer l'humidité en ventilant les locaux. Parce que si vous vous rappelez des conditions indispensables à la constitution d'un réservoir, il faut avant tout de l'humidité. Donc on va supprimer l'humidité et pour ça, il faut ventiler les locaux. On va aussi nettoyer et entretenir ces locaux.
Le nettoyage permet de supprimer les matières organiques. Vous vous rappelez, c'est un des 3 éléments essentiels à la formation d'un réservoir. Donc on va nettoyer, supprimer les matières organiques, et au passage, le produit de nettoyage, un savon, va permettre également de tuer certains agents biologiques. Donc inutile là de désinfecter à tout va systématiquement, un simple nettoyage régulier suffit. Autre façon d'agir sur l'exposition maintenant, sur donc notre deuxième maillon, eh bien, on va substituer les procédés exposants par d'autres pas ou moins exposants. Par exemple ici, ce salarié va nettoyer des surfaces contaminées avec un jet d'eau haute pression et vous voyez qu'il va générer des aérosols, des projections, donc l'atmosphère va être saturée d'agents biologiques, d'aérosols. Et en plus, il sera obligé de porter des EPI, ce qui est toujours contraignant. Donc à la place de ça, si on peut substituer ce jet par des aspirateurs industriels, vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas d'exposition, pas création d'aérosols, et du coup le salarié ne doit pas porter des EPI comme précédemment. Donc voilà, on va substituer les procédés exposants. Deuxième façon d'agir sur l'exposition, eh bien, vous voyez, là encore un procédé qui est émissif, le salarié doit porter des EPI, eh bien, on va simplement confiner ce procédé exposant, capter l'air contaminé à la source et apporter de l'air neuf. Donc, vous voyez, l'atmosphère de travail est tout de suite assainie. Autre façon d'agir sur l'exposition, c'est fournir de quoi respecter les mesures d'hygiène. Alors, donc, fournir des sanitaires, un point d'eau, du savon liquide et des essuie-mains. Et lorsque le salarié doit se déplacer beaucoup, mettre au moins un bidon d'eau pour que le salarié, dans le véhicule du salarié, pour qu'il puisse se laver les mains. Et également, autre mesure importante, séparer les vêtements de travail des vêtements de ville. Tout ça pour éviter que le salarié, avec ses mains ou ses vêtements souillés, aille contaminer d'autres collègues ou aille contaminer ses proches, sa famille. Donc, autre point important, il n'est pas admissible, on ne doit pas revenir au travail, à la maison avec ses vêtements de travail souillés pour éviter du coup de contaminer sa famille. Et de même qu'on ne doit pas nettoyer à la maison ses vêtements de protection. Donc on va maintenant agir sur le troisième maillon, vous vous rappelez, l'hôte. Comment on peut agir sur l'hôte? Eh bien, on va lui fournir et faire porter des équipements de protection individuelle, tels qu'ici des lunettes, des masques en fonction d'évaluation des risques bien sûr et des gants. Alors ces équipements de protection individuelle doivent être choisis en fonction de la physionomie de chaque personne. Donc idéalement, il faut que le responsable de l'entreprise fournisse différents modèles, par exemple d'APR, d'appareil de protection respiratoire, que chaque salarié essaye le modèle qui lui convient le mieux afin d'acheter après, à l'avenir, ces modèles-ci qui lui conviendront bien. Et spécificité des risques biologiques, on peut aussi vacciner le salarié sur proposition du médecin du travail selon les circonstances de travail. Et enfin, là c'est valable pour tous les risques, c'est important de former et informer les salariés sur les risques et les mesures de prévention à suivre. Donc voilà, toutes ces démarches qu'on vient de voir là sur l'évaluation des risques en suivant les maillons, repérer les réservoirs, les expositions, prévenir les risques en agissant sur réservoir, l'exposition et au niveau du salarié. Toute cette démarche-là a été intégrée dans ce nouvel outil numérique créé par l'INRS qu'on va voir tout de suite. Donc cet outil, vous le pouvez trouver sur notre site INRS, à l'adresse inrs.fr, sur le nom EvalRB. Donc on va rentrer tout de suite sur cet outil pour voir davantage. Donc voilà, vous tombez sur cette page d'accueil, où là on vous explique brièvement que cette évaluation va suivre la chaîne de transmission telle que je vous l'ai expliqué à l'instant. Donc on vous indique quelques documents pour en savoir plus, notamment une formation à distance. D'accord ? Donc, vous trouvez en haut un petit mode d'emploi. Je dis petit parce qu'il est assez court, et il est court parce que l'outil est très, très simple. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions sur ce lien, contacter l'INRS.
Également, vous trouvez ici en dessous ouvrir une analyse, c'est-à-dire qu'à tout moment vous faites votre analyse, à tout moment vous pouvez être interrompu et enregistrer votre analyse. Alors cet enregistrement, je précise qu'il est fait sur votre ordinateur, l'INRS ne conserve aucune donnée. Donc important de bien enregistrer avant de quitter l'analyse. Donc voilà, cet outil comporte 3 étapes, l'évaluation des risques proprement dite, les mesures de prévention que l'outil va vous proposer et enfin le plan d'action. Donc avant de se servir de l'outil, c'est important quand même d'aller voir sur place, déjà de choisir la tâche qu'on va analyser et d'aller voir sur place, bien repérer les réservoirs et les expositions. Parce que ça, vous allez en avoir besoin pour faire cette première étape. Donc si on commence l'évaluation, vous voyez, la première étape, on va vous poser des questions sur le réservoir. Donc vous voyez, il y a quelques questions, pas beaucoup, comme vous voyez ici. Et en fait, vous allez retrouver les réservoirs dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire les personnes, les animaux, etc. Donc là, on vous demande, est-ce que votre activité nécessite un contact fréquent avec des personnes, hors milieu de soins, puisque cet outil n'a pas été créé pour les personnes milieu de soins. Donc vous n'avez plus qu'à répondre oui. Et ainsi, vous sélectionnez vos réservoirs. Alors certains réservoirs, comme ici, les personnes, si vous cochez oui, on va vous demander, il y a un deuxième niveau de questions, vous va demander des précisions, parce que ces personnes, on va demander si c'est du grand public, des jeunes enfants, des personnes dépendantes, des personnes en situation précaire ou des personnes décédées. Puisque les experts risques biologiques de l'INRS qui ont conçu cet outil ont évalué, savent que ces personnes présentent des réservoirs un peu de nature différente. Donc voilà, vous pouvez avoir donc du coup des fois un deuxième niveau de questions pour les réservoirs. Ensuite, on vous demande si vous êtes exposé en contact avec des produits biologiques humains ou des objets souillés par des produits biologiques. Vous êtes en contact fréquent avec des animaux, des produits biologiques ou des objets souillés par des produits biologiques animaux. Ensuite, donc, on vous demande si vous avez été en contact avec des produits animaux tels que la viande, le lait et les plumes. Donc là, vous avez un deuxième niveau de questions, c'est-à-dire si ces produits animaux sont utilisés en agroalimentaire, tels que le lait, le fromage, la viande, le saucisson, etc., ou milieux autres qu'agroalimentaires. On vous demande également est-ce que vous manipulez des végétaux, de la terre, des matières grasses huileuses, vous voyez tous les réservoirs qu'on a vus précédemment, des surfaces sales, des papiers, cartons moisis, des déchets organiques, des biodéchets, des déchets verts, des moultes, des bouts de stations d'épuration, des matériaux organiques recyclés, des matelas, textiles, présence d'eau. Donc vous voyez là, je pense que chacun d'entre vous là, c'est déjà à repérer les réservoirs auxquels il avait affaire. Et donc si on prend l'exemple de l'eau, là il y a un deuxième niveau de précision demandé. Est-ce que c'est de l'eau potable, de l'eau de cours d'eau, de l'eau stagnante, de l'eau utilisée dans un procédé industriel, de l'eau des citernes ou de l'eau usée? Parce qu'effectivement, en fonction de la qualité de l'eau, vous aurez plus ou moins d'agents biologiques. Donc si on prend l'exemple de l'eau usée, là, après, une fois que vous avez sélectionné votre réservoir, on vous pose des questions sur les expositions. Donc cette eau est-elle utilisée pour une tâche pouvant générer des projections ou des aérosols? Est-ce que vous pouvez vous piquer, vous blesser en réalisant ces tâches avec l'eau? Ou est-ce que la tâche peut entraîner un contact cutané? Donc on va choisir tout. Et une fois que vous avez choisi, voyez, une fois que vous avez choisi une exposition, un réservoir d'exposition, votre bouton ici est actif. Donc vous pouvez, une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Il va vous faire un récapitulatif des risques identifiés. Vous voyez, donc en choisissant simplement le réservoir, les expositions que vous avez identifiées, l'outil va vous compiler tout ça et va vous sortir des phrases de risque. Donc ici, on a 3 phrases de risque correspondant, ici vous avez le petit récapitulatif du réservoir et de l'exposition que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que vous avez sélectionné l'eau usée, vous avez dit qu'on pouvait avoir des projections, donc on va vous dire il y a un risque de contamination par des agents pathogènes transmissibles par voie respiratoire ou par les muqueuses, bouche, nez, yeux. Là, vous avez sélectionné l'eau usée contact, donc on va vous mettre risque de transmission par inoculation. Ou vous avez sélectionné contact cutané et eau usée,
Donc là, effectivement, risque de contact à travers la peau lésée, passage d'agents biologiques à travers la peau lésée, ou en portant les mains, pareil, à la bouche, au nez et aux yeux. Donc voilà, vous avez l'outil à récapituler vos phrases de risque. Et donc maintenant, vous pouvez accéder à la deuxième étape, c'est-à-dire mesures de prévention. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur section des mesures de prévention. Et là, vous voyez que vous retrouvez votre phrase de risque ici, le récapitulatif de réservoir et l'exposition, et en dessous, vous avez des mesures de prévention qui vous sont listées ici. Donc vous voyez, première phrase de risque, seconde phrase de risque et troisième phrase de risque. Et donc en dessous, donc, les mesures de prévention. Donc là, il s'agissait de contact cutané avec de l'eau usée. Donc on vous dit, attention, comme première mesure de prévention, lutter contre la prolifération des rongeurs pour limiter la contamination de l'eau par leur urine, puisque des rongeurs dans l'urine peuvent porter des bactéries qui s'appellent leptospires, qui peuvent entraîner des maladies, la leptospirose chez les salariés. Donc vous voyez, maintenant vous comprenez, cette mesure-là va lutter contre les réservoirs. On va lutter contre les rongeurs pour limiter les agents biologiques pathogènes pouvant être dans l'eau. Après, ça va être des mesures plutôt donc protéger les plaies pour éviter la porte d'entrée, pour éviter que les agents biologiques rentrent. Et après, les EPI, porter des vêtements de travail couvrant le corps, des bottes, des gants étanches, ne pas porter les mains à la bouche, même gantées, enlever ses équipements de protection, respecter les mesures d'hygiène, c'est-à-dire après avoir enlevé ses EPI, il faut se laver les mains. Et dans ce cas présent, on rajoute interroger le médecin du travail sur les vaccinations éventuellement préconisées selon le contexte professionnel. Et vous voyez, en plus, vous pouvez ajouter à tout moment des mesures, autant de mesures de prévention que vous voulez par la suite. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à sélectionner parmi ces mesures de prévention celles que vous jugez que vous devez faire, celles qui sont déjà faites ou celles qui sont sans objet. Et vous avez remarqué ici en rouge, vous avez des liens vers des documents qui vous donneront plus de précision sur les mesures de prévention qu'on a citées. Alors si je reviens sur le diaporama, ces liens donc, vous orientent vers des documents tels que des guides de ventilation ici, ou des documents plus courts tels que des fiches pratiques de sécurité, des affiches, ou aussi des pages web du site INRS. Donc si on revient sur notre démarche d'évaluation des risques, donc là on a coché ce qu'il fallait faire, ce qui était déjà fait, et donc maintenant on peut accéder à la troisième étape de l'outil, c'est-à-dire le plan d'action. On clique sur ce plan d'action et après on peut télécharger ce plan toujours sur notre ordinateur. Et voici à quoi vous aboutissez. Donc il s'agit d'un fichier Excel tout simple. Donc vous retrouvez en orange vos phrases de risque, en gris le résumé, le récapitulatif de l'exposition et du réservoir. Et donc là on avait 3 phrases de risque, on les retrouve avec nos mesures de prévention, celles que vous avez jugées devant être faites ou à faire, plus on vous a mis différentes colonnes sur qui est responsable de cette action, quand doit débuter l'action, quand doit finir l'action, le budget et une colonne d'observation. Donc ça reste à votre main, vous pouvez changer ce fichier exactement comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'est ce fichier-là que vous pouvez intégrer à votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour résumer, l'outil d'évaluation des risques biologiques donc vous guide l'évaluateur dans sa démarche d'évaluation en suivant la fameuse chaîne de transmission des agents biologiques, maintenant que vous connaissez très bien, propose des mesures de prévention et s'adapte à chaque entreprise. C'est-à-dire qu'on vous laisse le choix de supprimer ou d'ajouter des items. Il propose donc au final un support pouvant être intégré à votre DUERP. Donc voilà pour ce qui concerne l'outil. Maintenant, on a créé cet outil pour vous, à vous de l'utiliser. Je vais maintenant passer aux questions que vous nous avez posées qui sortent du périmètre proprement dit de l'outil EvalRB. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur l'évaluation des risques en laboratoire d'analyse, au laboratoire de recherche ou en centre de soins.
Donc cet outil n'a pas été initialement fait pour ces secteurs, hein, puisque dans les salles techniques, il faut poser des questions sur les réservoirs beaucoup plus précises et il faut des mesures de prévention beaucoup plus spécifiques. Par exemple, dans les salles techniques, on a besoin de connaître le danger des micro-organismes suspectés. Donc vous voyez bien que l'outil Valère B ne peut pas fournir cette information. Par contre, on ne va pas vous laisser tomber, on a un autre outil à vous proposer, il s'agit de la base de données Baobab, base d'observation des agents biologiques. Donc cette base reprend tous les agents biologiques classés par la réglementation, le code du travail, hein, vous vous rappelez, les groupes de risques infectieux, 2, 3, 4. Donc il y a une liste pour ces agents biologiques et en plus on a une autre liste là qui dépend du code de la santé publique, ce qu'on appelle les MOT, hein, micro-organismes et toxines qui peuvent entraîner des effets graves de santé publique. Donc Baobab reprend tous ces agents biologiques classés. Donc vous pouvez chercher vos agents soit par le nom de l'agent tout simplement, le nom de la maladie. Vous pouvez également chercher tous les agents classés dans les groupes 2 ou 3 ou 4. Vous pouvez chercher par les agents qui sont dans les tableaux de maladies professionnelles. Vous pouvez chercher également par voie de transmission. Est-ce que c'est des agents transmissibles par la peau, les muqueuses, enfin vous voyez ce qu'on a vu précédemment. Vous pouvez chercher par réservoir et par source de contamination. Vous trouvez piqûres d'insectes, des différents insectes ici. Donc l'intérêt bien sûr, hein, c'est de croiser plusieurs entrées afin de sélectionner les agents biologiques que vous voulez identifier. Et donc une fois que vous avez fait votre sélection, vous cliquez sur valider et vous avez une liste, vous cliquez sur l'agent biologique et là vous tombez sur la fiche de l'agent biologique, par exemple ici Legionnaires pneumophila. Vous avez des informations sur l'agent et la maladie, des informations sur la réglementation, quel groupe de risque, est-ce que c'est un MOT, est-ce que cet agent se retrouve dans un tableau de maladie professionnelle, et des informations aussi sur l'épidémiologie, où se trouve cet agent biologique naturellement, donc quel est son réservoir, comment il se transmet, et les zones géographiques. Et en fin de fiche, vous avez des liens vers des sites qui vous donneront encore plus d'informations. Si vous voulez identifier des agents biologiques, connaître les réservoirs, connaître le groupe de risque, voilà, vous pouvez vous servir de cet outil Baobab. Et en plus, pour les laboratoires d'analyse médicale, vous pouvez trouver des informations plus détaillées dans des documents, tels qu'ici, un document qui va vous aider à évaluer les risques biologiques dans ces laboratoires. Un autre document va vous indiquer comment concevoir ces laboratoires d'analyse. Alors pour les laboratoires de recherche, vous pouvez aussi très bien vous reporter sur ce document, hein, puisque ça va être les mêmes préconisations, hein, grosso modo, en attendant qu'un document plus spécifique sur le laboratoire de recherche sorte en 2025. Mais par contre, pour ces secteurs, notamment les milieux de soins, vous pouvez toujours vous servir de l'outil Valère B pour traiter l'accueil des patients. Vous pouvez toujours essayer. Donc là, on peut vous rappeler les premières questions. Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes? Ben oui, les personnes à l'accueil sont en contact fréquent avec d'autres personnes. Donc vous allez cocher plutôt grand public. Si on coche la tâche expose à des sécrétions ou des contacts cutanés, c'est pareil, hein, vous allez retrouver donc ces phrases de risque. On va vous identifier de risque, hein, risque de transmission par voie respiratoire ou transmission par contact cutané. Et là, des mesures de prévention. Alors cet outil, comme je vous disais, a été créé pour hors milieu de soins. Donc là, lorsqu'on a identifié des risques lors de transmission par voie respiratoire avec le grand public, c'est quand même plutôt lors d'épidémies telles que le SARS-CoV-2. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des préconisations, des mesures de prévention sur suivre les recommandations des autorités en charge de la santé publique, rédiger un plan de continuité, éviter les rassemblements. Vous voyez, ça fait vraiment penser plutôt à des pandémies, hein. Mais vous pourrez toujours choisir les mesures de prévention que vous jugez nécessaires. Voilà. Nous avons également eu d'autres questions en nombre sur la métrologie. Alors vous voyez, là, on a fait de l'évaluation de la prévention des risques sans avoir besoin de métrologie. Donc dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de métrologie. Mais parfois, il est nécessaire d'en faire. Donc comment fait-on? Eh bien, vous pouvez aller sur un autre outil INRS, une base de données qui s'appelle Métropole, qui est sur le site de l'INRS. Et donc là, vous avez le choix, vous avez différentes techniques qui sont proposées pour différents types de polluants. Donc là, vous sélectionnez bioaérosols, hein, vous connaissez maintenant, des aérosols contenant des agents biologiques.
Et là, vous avez une liste de fiches, différents agents bioaérosols qu'on peut prélever. Et là, par exemple, si on choisit la fiche métropole des micro-organismes aérobies qui ont besoin d'oxygène, voilà, vous avez différentes informations qui sont listées ici, et notamment les méthodes de prélèvement et les méthodes d'analyse. Alors ces méthodes, fiche métropole, c'est des méthodes qui sont suivies par toutes les personnes de l'INRS qui vont faire des prélèvements et toutes les personnes des CARSAT et de la CRAMIF qui font des prélèvements. Donc c'est des prélèvements donc, harmonisés qu'on peut comparer. Et donc, suite à la métrologie, ce qui va avec, c'est on nous a demandé est-ce qu'il y a des valeurs limites d'exposition, des VLEP pour les bioaérosols. Alors, je réponds tout de suite, c'est simple, non, il n'y a aucune valeur limite d'exposition professionnelle en France ni ailleurs. Par contre, et là c'est tout neuf, une information récente, l'ANSES vient de publier en septembre 2024, va publier dans son rapport, propose une valeur limite d'exposition sur 8 heures pour les endotoxines. Alors, endotoxine, c'est une molécule issue de la paroi de certaines bactéries. Et quand cette bactérie meurt, elle se brise, et donc cette molécule peut diffuser dans l'air, et si on inhale, peut avoir des effets sur la santé, notamment respiratoires. Donc voilà, l'ANSES vient de proposer, donc c'est pas réglementaire, elle propose une valeur limite sur 8 heures pour les endotoxines de 20 unités d'endotoxine par mètre cube. Ceci dit, avant ça, depuis 2015, donc l'INRS, les CARSAT et la CRAMIF, nous avons proposé ce qu'on appelle des valeurs guides donc du réseau de prévention. Alors ces valeurs guides n'ont pas été fixées sur des relations dose-effet, puisqu'il est très difficile d'établir ces relations dose-effet pour les endotoxines et pour les moisissures et bactéries totales. Donc là, l'objectif de ces valeurs guides était d'améliorer les situations les plus exposantes. Puisque, comme je vous disais précédemment, l'INRS, les CARSAT ont fait des prélèvements avec les mêmes méthodes, et donc les résultats sont enregistrés dans une base Colchic. Donc on a tous les milliers de mesures qui ont été faites en entreprise. Donc d'après ça, ces mesures, on peut juger des entreprises les plus exposantes. Donc on a choisi d'améliorer les 10% des entreprises les plus exposantes. Et c'est comme ça qu'on a fixé nos valeurs guides, donc de 1000 unités d'endotoxines pour les endotoxines et de 200 unités d'endotoxines par mètre cube pour les valeurs plus basses. Et pour les bactéries et moisissures totales, on a choisi donc des valeurs guides de 1 million d'UFC par mètre cube. UFC, c'est unité formant colonie par mètre cube, et de 100 000 UFC par mètre cube. Donc voilà, vous avez quand même des valeurs guides du réseau de prévention qui ont été établies pour ces endotoxines, moisissures et bactéries totales. On nous a demandé aussi des exemples de conduites à tenir en cas d'accident. Alors là, vous voyez, vous avez l'embarras du choix. Donc ces conduites à tenir sont à rédiger avec le médecin du travail, service de prévention au travail, et sont bien sûr à rédiger, mais aussi à faire connaître et afficher. Donc là, l'INRS vous propose 4 types d'affiches, mais soit vous prenez ces affiches telles quelles, on vous laisse quand même un espace pour enregistrer des informations spécifiques, les coordonnées des personnes à contacter, mais vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres affiches. Ici, vous avez la conduite à tenir en cas d'accident exposant au sang. Alors, il ne s'agit pas forcément du sang, mais ça peut être des objets ou des milieux souillés par du sang. Une affiche sur la conduite à tenir en cas de blessure. Ici, une conduite à tenir en cas de déversement de produits contenant des agents biologiques pathogènes, donc ça c'est plutôt en laboratoire. Et une autre conduite à tenir ici, en cas d'exposition, en cas d'AES, là plus spécifique des centres de tri de déchets ménagers. Donc voilà pour ces informations, et vous pouvez encore en trouver encore plus sur notre site. Donc des informations spécifiques risques biologiques. Donc vous avez des films d'animation qui sont aussi récents, qui sont sortis cette année, desquels j'ai sorti les images que je vous ai montrées pour vous expliquer la chaîne de transmission et les mesures de prévention. Donc vous avez un petit film, chaque film fait 3 minutes, un film sur la présentation des agents biologiques, un deuxième sur l'évaluation des risques biologiques, et le dernier sur les mesures de prévention à appliquer.
Vous avez aussi comme outil spécifique et qui vient de sortir en même temps que l'outil EvalRB, c'est une auto-formation sur les risques biologiques. Acquérir des notions de base. Donc vous pouvez vous connecter, hein, c'est libre d'accès sur cette adresse. Donc ça dure à peu près 2 heures. Donc vous allez retrouver, bien sûr, on va vous expliquer les agents biologiques, la chaîne de transmission, les mesures de prévention, mais vous avez en plus des exercices, des quiz, voilà, les animations et des podcasts, etc. Donc là, voilà, c'est très intéressant. Je vous invite à vous connecter pour cette auto-formation. Et enfin, donc vous avez les classiques de l'INRS, hein, des documents, donc des petits documents de synthèse essentiels sur les risques bio, des documents un peu plus détaillés sur l'évaluation et prévention des risques bio, et bien sûr des pages du site de l'INRS. Vous trouvez différentes bases de données. Là, je vous ai déjà parlé de Baobab, mais il existe aussi une autre base qui s'appelle EFICAT, hein, qui regroupe certains agents biologiques, qui va donner des informations sur cet agent, bien sûr, et qui va fournir surtout la marche à suivre après avoir été exposé à ces agents biologiques. Et c'est dans ces fiches EFICAT aussi que vous allez retrouver la durée de vie des agents biologiques dans la nature. Certains d'entre vous nous ont demandé ces informations, donc c'est là que vous pourrez les trouver. Vous pouvez bien sûr avoir des documents sur, maintenant vous comprenez la démarche, hein, comment agir sur le réservoir, donc comment nettoyer en toute sécurité pour ceux qui font le nettoyage, comment désinfecter en présence de moisissures. Vous avez également une foire aux questions sur les nettoyages entreprises, quand nettoyer, quand désinfecter, et surtout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Après, donc, différents documents sur les secteurs par secteur. Vous êtes nombreux à poser des questions sur le secteur des déchets et de l'eau. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de documents ici sur les secteurs des biodéchets, sur les dasseries, dans les centres de tri de déchets ménagers, des brochures, des documents sur les stations d'épuration, ici sur les légionnelles, la partie réglementaire et les mesures de prévention pour limiter la prolifération légionnelle. Et dernier sorti ici sur les mesures de prévention pour éviter les risques de légionellose dans les douches de chantier. Vous êtes également nombreux à nous poser des questions sur les zoonoses, travail avec les animaux. Donc vous voyez, il y a différentes brochures sur les salariés qui peuvent travailler dans les parcs et jardins, en animalerie. Ici, dans les abattoirs, on est exposé à des risques d'ornithose. Et également, sur le site INRS, vous pouvez trouver des fiches zoonoses. Et certains agents biologiques responsables de pathologies, de zoonoses, vous avez ces fiches ici, où vous retrouvez des informations sur les pathologies chez les animaux, mais également chez les humains, et les mesures de prévention à faire pour éviter de tomber malade. Et enfin, en dernier recours, donc les EPI, les équipements de protection individuelle, spécifiques risques bio, vous avez des fiches très courtes sur les vêtements, les gants et les appareils de protection respiratoire contre ces risques biologiques. Et également une foire aux questions sur la plupart des questions que vous nous posez sur les appareils de protection respiratoire. Donc voilà, vous voyez déjà que je vous ai cité déjà pas mal de documents. Vous pouvez en trouver encore plus sur notre site INRS. Et en plus, si vous ne trouvez pas les informations avec tout ce que vous avez sur le site INRS, vous pouvez également adresser vos questions au service assistance de l'INRS via la rubrique « Poser une question INRS » que vous trouvez ici en haut à gauche. Et donc, nous faisons fort d'y répondre, soit par mail, soit par téléphone. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de vous être connecté à ce webinaire qui sera disponible dans quelques jours en replay sur le site INRS ou sur la chaîne YouTube de l'INRS. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.